Madame, Monsieur, bonsoir. Jeudi 20 mai, il est 18h. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Dans l'actualité ce soir, ils étaient nombreux à lever les rideaux ce mercredi. Les commerces, les bars, les cafés, mais aussi les hôtels-restaurants. Ce jeudi, notre dernier épisode de réouverture sera consacré à leur reprise d'activité. Ils peuvent de nouveau servir leurs clients à table, mais sous condition, on le verra. Et puis on se penchera sur un projet qui divise à Viry dans le Genevois. L'échangeur initialement prévu à l'embranchement de l'A40 derrière la gare de la commune n'est pas encore prêt à sortir de terre. La mairie a finalement retoqué le dossier après 15 ans de travail. Les défenseurs du projet ne sont pas prêts à lâcher l'affaire. Reportage à suivre dans ce journal. Je vous le disais en titre, en ce lendemain de réouverture, les commerces, les cinémas, mais aussi les terrasses ont pu enfin réouvrir et retrouver leurs clients malgré une météo capricieuse. Et ils ne sont pas les seuls à reprendre leur activité. C'est le cas aussi des hôtels-restaurants. Ils peuvent de nouveau proposer à leurs clients des repas en salle, mais sous condition. Ils doivent servir leurs repas à leurs convives assis dans une limite de 6 personnes par table. Une nouvelle mesure qui ne changera pas la fréquentation, très limitée en cette intersaison. C'est le dernier épisode de notre série sur la réouverture et c'est à Chamonix. Il est signé Emmanuel Jaude. Comme la France entière, les hôteliers chamonnières attendaient avec impatience cette deuxième phase de déconfinement. En effet, ils sont nombreux à avoir pu rouvrir leur établissement grâce à l'allègement des mesures sanitaires et notamment que les clients puissent être servis dans les salles des restaurants. C'est vrai qu'en Suisse, ils l'ont fait depuis quelques temps. Nous, on avait demandé à ce que ce soit fait parce que ça nous permet d'accueillir des clients. Sans restaurant, l'hôtel n'a pas vraiment de raison d'être. Surtout pour un hôtel 5 étoiles où on a besoin d'avoir un restaurant, une restauration haut de gamme. On ne pouvait pas se permettre d'ouvrir uniquement avec des plats emportés. On attend quelques groupes d'Américains selon la vaccination et selon ce que décide l'Union européenne. Mais pour le moment, on compte encore sur les Français et les Suisses. Pour d'autres structures, la stratégie a été différente. Ouvert pendant tout le confinement, il a fallu se réinventer sans service en salle. Mais hier comme aujourd'hui, les clients ne sont pas légion en cette intersaison. On a resté ouvert toute la période du confinement pour l'hôtel. Mais c'est vrai qu'on a changé un peu, c'était compliqué à cause du restaurant. On n'a pas eu grand monde, mais là, petit à petit, ça commence. Surtout pour l'été, on a pas mal de réservations. Mais on est content parce qu'on peut accueillir nos clients de l'hôtel dans le restaurant. Et ça fait du bien. Jusqu'à début juin, je pense que ça va être calme. Mais à partir de juin, on va commencer à travailler comme il faut. Surtout à partir du 9 juin, heureusement, on va commencer à travailler comme il faut. Et ça va être une jolie saison. D'autres encore vont ouvrir en demi-teinte. Bénéficiant de plusieurs longs week-ends propices aux courtes escapades, il s'agit là d'une période parfaite pour retrouver les automatismes oubliés pendant le confinement. Effectivement, tout se met à revivre et on est content de retrouver un buffet petit déjeuner et puis du click and collect parce que voilà, c'est pas notre truc. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait en amont. Mais bon, ouvrir un hôtel de 97 chambres, il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses techniquement aussi à remettre en ordre. Donc non, on va être prêt pour demain midi. Demain soir, on a une 35 chambres, samedi, on va faire complet. Et dimanche, on a 65 chambres, donc on commence fort. Et c'est pour ça que c'est important pour moi et mon équipe d'ouvrir bien et d'avoir un bel accueil. Comment c'est faire. Tous les professionnels du tourisme attendent désormais la troisième phase du déconfinement, synonyme du retour des touristes étrangers et donc du début de la vraie saison estivale. Dans l'actualité cette semaine, c'est aussi le déploiement des autotests dans les lycées. Le principe, je le rappelle, est de déterminer si l'on est susceptible d'être positif au Covid-19 à l'aide d'un prélèvement nasal. En Haute-Savoie, 14 médiateurs ont été recrutés pour seconder les infirmières dans la réalisation de ce dépistage. L'objectif est de tester chaque élève au moins une fois par semaine. Mais pour l'instant, on est encore bien loin du compte. Les volontaires se font rares. Seuls 10 à 20% des élèves se prêtent au jeu. On écoute Hélène Insel, la rectrice de l'académie de Grenoble. Elle était en déplacement au lycée Berthollet d'Annecy ce mercredi. C'est plutôt la difficulté à convaincre, et moi je tiens à insister là-dessus, à convaincre les familles, parce qu'il faut l'autorisation pour les mineurs évidemment des parents ou des responsables légaux, de l'intérêt de ces autotests. Et je pense que là-dessus, on a eu cette problématique dans le premier degré où, vous le savez, on a développé les tests salivaires
il y a quelques mois déjà. Aujourd'hui, on a à peu près 80% de taux d'acceptation des parents, alors qu'au début, on a eu du mal. Et bien là, tout ce travail est à faire avec les parents des lycéens. Probablement parce qu'ils pensent aussi que ça fait mal. Donc là, on a vu que ce n'est pas du tout comme un test PCR ou antigénique. Alors ça chatouille un peu, mais ce n'est pas du tout douloureux. Et je pense que plus des élèves vont le faire, et plus ça va communiquer sur la facilité. Et il est absolument nécessaire que nous ayons un suivi clair des contaminations dans les établissements. Place maintenant à notre invité du jour avec le déconfinement qui se profile d'ici fin juin. Pour certains, c'est le moment de planifier leurs vacances en famille ou entre amis. Et pour ceux qui travaillent, il s'agit d'organiser le séjour de leurs enfants. Même si c'était encore incertain il y a quelques jours, c'est désormais officiel. Les colonies de vacances auront bien lieu cet été. Elles vont pouvoir démarrer à partir de ce 20 juin. Et pour en parler ce soir, je reçois le directeur de la UFOVAL de Haute-Savoie, Éric Vangelista. Bonjour. Bonjour. Tous ces séjours étaient suspendus donc depuis le 19 octobre. Cette annonce, c'est un soulagement pour vous? Tout à fait, ouais. Effectivement, les colos étaient suspendus par le gouvernement depuis le 29 octobre 2020. Et là, on vient d'apprendre que nos centres de vacances vont pouvoir réouvrir courant juin. Donc nous, depuis 15 jours, nous préparons hâtivement l'été qui se profile avec optimisme. Les familles ont peut-être pris d'autres habitudes pendant cette crise sanitaire. Il va falloir les convaincre de réinscrire leurs enfants à ces colonies. Oui, effectivement, on ne peut pas cacher le fait que cette crise sanitaire a pu poser quelques soucis, mais nous, on pense que les enfants, aujourd'hui, ils ont besoin de plein air, ils ont besoin de partir, ils ont besoin d'aller s'évader, et c'est pour ça que les colonies de vacances sont là, et plus que jamais, elles pourront en tout cas répondre à leurs attentes. Alors, ces colonies sont ouvertes, mais peut-être que les places sont limitées. Vous vous attendez à combien de jeunes cette année? Alors, nous, on a l'habitude d'accueillir à peu près 6 000 enfants chaque été. Ça, c'était avant le Covid. Effectivement, on a pu quand même fonctionner l'été dernier, donc en mode dégradé, c'est-à-dire qu'on a limité un peu les capacités pour pouvoir respecter les protocoles sanitaires. Et cet été, on espère pouvoir accueillir 4 000 enfants sur l'ensemble des séjours que l'on va organiser partout en France. Alors, dans quelles conditions vont être accueillis les enfants cette année? C'est le même protocole sanitaire que l'année dernière? Oui, le protocole sanitaire n'est encore pas officiel, hein, on attend des informations du gouvernement, mais il semblerait que ça soit à peu près les mêmes conditions que l'an dernier. Donc nos équipes sont prêtes à accueillir les enfants en toute sécurité, avec des protocoles qu'on a eu l'habitude en tout cas de mettre en place, et nous sommes plutôt sereins par rapport à l'arrivée de l'été. Et pour le couchage, comment ça va se passer? Ils vont chacun avoir leur tente ou ils vont pouvoir partager également leur tente? Alors, les colonies de vacances, effectivement, peuvent se dérouler soit dans des centres en dur. Et là, donc, les restrictions, c'est 1 mètre entre chaque lit. Pour les mini-camps sous tente, ça sera 2 enfants maxi par tente. Mais en tout cas, voilà, c'est des conditions qu'on a eu l'habitude, en tout cas l'été dernier, de mettre en place. Donc, pas trop de soucis à ce niveau-là. Et est-ce que les enfants seront testés régulièrement durant ces vacances? Alors, pour l'instant, on ne nous impose pas de test, si ce n'est pour partir en Corse, par exemple, parce que c'est une destination qui est en vogue pour cet été. Hein. On a énormément de demandes pour cette destination-là, parce qu'ils ne pourront pas partir à l'étranger, comme on avait l'habitude de leur proposer. Et effectivement, pour la Corse, des tests PCR seront obligatoires. Par contre, pour les colonies en France, en tout cas sur le territoire, pas de tests aujourd'hui imposés. Alors, vous le disiez, les séjours à l'étranger sont suspendus cette année. Quelle destination avez-vous prévue pour ces jeunes? Donc, on avait un petit peu anticipé les choses par rapport à ce qui s'est passé l'été dernier. Donc, on a mis en place un certain nombre de séjours nouveaux pour les ados, sous forme de camps itinérants.
sous forme de mini-camp qu'on va organiser par exemple, c'est Annecy Element qui va se dérouler du côté de Doussard, dans un camping au bord du lac pour profiter des activités du lac. On va organiser aussi la descente de l'Ardèche pour les jeunes en canoë. On va organiser des séjours un petit peu à thème. On va faire un colo express en Pays Basque. On va faire un certain nombre de séjours, en tout cas, pour les ados. Donc, effectivement, tous les publics pourront, de 3 à 17 ans pourront participer aux colonies de vacances avec UFOVAL cet été. Alors, votre programme d'activité a été révisé l'été dernier, car certains prestataires avaient dû se mettre à l'arrêt. Cette année, tout est permis ? Alors, tout est permis, non, parce qu'effectivement, il faudra quand même respecter les normes sanitaires. Effectivement, l'an dernier, étant donné l'urgence de la situation, un certain nombre de prestataires d'activité n'ont pas forcément fonctionné par crainte des protocoles en vigueur. Cette année, on a un petit peu plus de temps pour préparer les programmes de l'été. Et donc, pour l'instant, en tout cas en ce qui concerne les séjours en France, il n'y a pas d'interdit pour pouvoir pratiquer le jet ski à Saint-Raphaël, pour pouvoir pratiquer la moto au carreau d'Arrache, pour se balader avec les poneys sur le plateau des Glières. Enfin voilà, toutes ces activités pourront se mettre en place cet été. Alors, rapidement, parmi vos séjours de vacances, il y a aussi les colos apprenantes. Elles ont été proposées pour la première fois l'année dernière par le gouvernement. Qu'est-ce qu'on y apprend ? C'est du soutien scolaire ? Alors ça, c'est vrai, c'est une très bonne nouvelle. On a eu l'information la semaine dernière, comme quoi les colonies de vacances, le dispositif des colonies de vacances apprenantes était reconduite pour cet été. Donc c'est la possibilité pour des enfants de pouvoir partir pour la première fois en colonie de vacances, et cela gratuitement, parce que ça sera pris en charge par le gouvernement. Et donc l'idée de ces colos apprenantes, c'est effectivement de mettre en place et de renforcer des apprentissages autour du sport, de la culture, du développement durable, un petit peu sur la base de ce que nous, au niveau de l'UFOVAL, on a l'habitude de faire dans le cadre des classes de découverte, par exemple. D'accord. Et pour s'y inscrire, comment ça se passe ? Alors, pour s'y inscrire, donc on a réouvert nos locaux depuis le 17 mai. Donc, nous sommes basés 3 avenue de la Plaine en face des Galeries Lafayette. Donc, c'est possible de venir en semaine sur les heures de bureau. On peut également nous contacter par téléphone au 04 50 52 30 00. Et puis, possibilité de s'inscrire en ligne sur le site de la FOL 74. Eh bien, merci Eric Vangelista d'être venu avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. L'allègement des mesures sanitaires annonce également le retour des festivals, y compris des tout-petits. Après une pause forcée l'an dernier, le festival Au Bonheur des Mômes est de retour dans les Arts à Vie. La formule de cette 29e édition a été bien sûr adaptée aux contraintes du moment. 35 compagnies contre près d'une centaine habituellement seront présentes au Grand Bornand. Du 23 au 27 août, les spectateurs découvriront ainsi une centaine de représentations contre 450 en temps normal. Avec pour thème cette année la marionnette, le festival international dédié au jeune public proposera uniquement du spectacle vivant. L'équipe du festival a présenté cet après-midi le programme de cette édition allégée. Je vous propose d'écouter Alain Benzoni et Isabelle Pocha-Cotillou, les 2 directeurs du festival, au micro de Victoria Lopez. On souhaitait vraiment maintenir cette 29e édition, à la fois parce qu'il y avait une forte attente du public et à la fois parce qu'on voulait soutenir le spectacle vivant et que nous, organisateurs, on avait très envie de retrouver les artistes et le public. Mais une édition poids plume parce que forcément, au regard du format du festival, de son ADN, c'est un festival très turbulent et en raison des contraintes sanitaires, on a dû effectivement mettre en place une édition avec un format très restreint. C'était une grosse envie parce que autrement il fallait qu'on attende encore une année. L'année prochaine on fête les 30 ans du festival, donc on va faire un gros coup, j'espère, qu'on pourra. Et cette année c'était important de donner un rendez-vous et de pouvoir présenter des choses. Et ce qui change complètement, c'est qu'il n'y aura pas de choses dehors dans la rue, puisque nous n'avons pas le droit à des jauges de plus de 1000 personnes et des jauges de plus de 5000 pour les gros festivals. Et nous, il y a 10 000 personnes par jour au Grand Bornand maintenant et qui circulent très bien. Et on a trouvé une formule
Et là, cette année, on ne pouvait absolument pas faire ça. Mais il y aura plein de choses et beaucoup de spectacles en salle, malheureusement sur réservation. Un tout autre sujet maintenant, on reste en Haute-Savoie, du côté du Genevois, où un projet autoroutier sème la discorde à Viry. Après 15 ans de discussions et d'études, l'échangeur de Viry ne verra pas encore le jour sur l'A40. Il devait être aménagé à proximité de la gare de la commune afin de désengorger les réseaux secondaires. C'est la municipalité qui a mis fin aux espoirs d'une partie de la population. Le projet était également soutenu par l'ATMB, le département de la Haute-Savoie et la communauté de communes du Genevois, qui étaient les maîtres d'ouvrage. Ils étaient prêts à lancer les travaux. Alors pour défendre l'intérêt de cette infrastructure, le collectif Oui à l'échangeur de Viry s'est monté ce jeudi. Il démarre un mouvement de contestation. Reportage. Il était attendu depuis 15 ans et finalement il a été retoqué en l'espace de 20 minutes. L'échangeur de Viry n'est pas prêt de se construire sur l'A40. Contre toute attente, la municipalité a définitivement rejeté le projet alors qu'il venait de recevoir le feu vert du ministère des Transports. Les différents acteurs de ce dossier ne s'attendaient pas à un tel revirement de situation. Tout était acté, il ne restait plus qu'à signer et d'après cette délibération, on pouvait avoir enfin notre échangeur sur Viry. Toutes les mairies de France, à mon avis, rêveraient d'avoir un échangeur sur leur mairie parce que ça apporte beaucoup à une commune. On pourrait peut-être avoir un restaurant qui pourrait venir se mettre au bord, on pourrait peut-être avoir d'autres confrères entrepreneurs qui nous rejoindraient. Plusieurs scénarios étaient sur la table et c'est finalement le projet près de la gare de Viry qui a été retenu par les différents partenaires. Car selon l'ancien maire, André Bonaventure, cela permettrait bien de fluidifier le trafic qui traverse la ville en direction de Saint-Julien au Genevois. C'est vraiment un projet de territoire. On a des communes environnantes qui sont de l'ouest du VH qui se développent aussi. Donc quand on parlait de 10 000 voitures en 2019 sur la 1206, je ne vous dis pas la suite. Donc si on peut les enlever au milieu du village, c'est quand même un plus. Pour la commune, sans parler de l'échangeur, si on prend que ce contournement. Donc, vous voyez, vous enlevez aussi tout le transit poids lourd, ce qui est énorme. Dans un communiqué, le conseil communautaire du Genevois regrette cette décision. Selon eux, le projet ne peut s'amorcer sans l'accord de la commune. Nous avons essayé de la contacter pour connaître les raisons de ce désaccord, mais sans succès. En retour, elle propose un nouveau tracé en amont de Viry sur la RD 1206 qui ne fait pas plus consensus. Pour l'heure, le collectif ne compte pas en rester là. Il a déclaré lors de cette conférence qu'il comptait attaquer la décision du conseil municipal au tribunal administratif. Ils vont lancer une pétition sur leurs réseaux sociaux. Parlons encore un peu mobilité avec une station de location de vélos qui connaît un vif succès en Savoie. Elle a été mise en place par l'agglomération de Grand Lac il y a tout juste un an au moment du déconfinement. Aujourd'hui, le parc de vélos s'est bien étoffé. Il a doublé face à la demande grandissante des utilisateurs. Plus de 130 vélos viendront compléter la gamme déjà existante, y compris des premières françaises. Exemple avec le modèle Baignure, conçu pour les personnes à mobilité réduite et testé depuis quelques jours sur le territoire. Plus d'explications au micro d'Emmanuel Jaude. En fait, le Baignure, on a eu une démonstration, donc c'était en sortie de premier confinement, donc avec le Grand Chambéry, et c'est donc l'inventeur du Baignure, Monsieur Mignosi, qui est venu présenter le projet, et en fait il a fait une présentation aux techniciens, aux élus, et ça a beaucoup plu. Le projet a vraiment eu un réel succès, et donc nos élus à l'époque ont décidé d'en commander un pour la vélostation et aussi pour les centres médicaux, dont les hirondelles. Quand le projet a été mis en place en mai 2020, du coup, qui est lié au plan vélo, donc l'année dernière, on pensait que la vélostation allait marcher, mais pas autant. Et vu que les premiers investissements ont déjà été importants, donc avec 100 vélos électriques et 20 vélos classiques au début, on ne pensait pas qu'on allait avoir besoin de doubler la flotte si rapidement. Donc ça a été un réel succès. On pense que ça va toujours aller vers le haut pour l'instant. Et en fait, c'est un peu un cercle vertueux, parce que tous les projets liés au vélo, dont les projets d'infrastructures cyclables, font une augmentation de la pratique du vélo. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Donc voilà. Le but, c'est aussi d'augmenter la part modèle du vélo, dont aussi dans le plan de déplacement urbain, qui va devenir un plan de déplacement mobilité fin 2021.
Un mot de football avant de se quitter. Nous évoquions ce mercredi le départ de Jean-Yves Chez de son poste d'entraîneur du FC Annecy. Le club haut-savoyard vient d'annoncer le nom de son remplaçant. Il s'agit de Laurent Guyot. L'ancien joueur professionnel de 51 ans va s'engager en faveur du Fessé pour les 2 prochaines saisons. Il avait été notamment champion de France avec le FC Nantes en 1995. Ironie du calendrier ou non, il était à Annecy ce 10 mai lors de la rencontre FC Annecy Boulogne-sur-Mer dont il était l'entraîneur jusqu'à présent. Vous entendrez ses premiers mots dans notre édition de ce vendredi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et un nouvel épisode de votre magazine Panorama. Cette semaine, Victoria Lopez vous propose un panel d'activités printanières. Et pour ce 3e épisode, on s'intéresse au patrimoine local au Trésome avec les guides du patrimoine Savoie-Mont-Blanc. Quant à moi, je vous retrouve dès demain à 18h. Très belle soirée sur 8 Mont-Blanc et prenez soin de vous.